Parfois, un vieux papier jauni qui traîne dans des archives peut cacher une histoire absolument fascinante, une vraie partie d'échecs. Aujourd'hui, on va décortiquer un acte juridique qui date de 1732. L'idée, ce n'est pas de s'endormir sur du vieux français, non. C'est de comprendre le plan vraiment brillant d'un agriculteur breton qui voulait simplement mettre sa famille à l'abri. Allez, on remonte le temps. Tout commence là, à Trelmen, un petit coin dans la paroisse de Teux, pas loin de Vannes. Bon, le paysage a dû un peu changer depuis le XVIIIe siècle, mais la terre, elle, est toujours là. Et c'est sur cette terre que notre homme, Julien Agneau, va jouer une partie décisive. Pas seulement pour lui d'ailleurs, mais aussi pour toute sa communauté. Et voilà la grande question. Franchement, pourquoi un homme comme Julien Agneau, qui ne sait même pas écrire son nom, se lance dans une paperasse pareille, qui en plus lui coûte de l'argent ? Ce n'est pas juste pour le plaisir. Non, derrière tout ça, il y a une action réfléchie, une vraie manœuvre. Mais alors, quel était son but ? Pour le savoir, il faut d'abord regarder la pièce à conviction principale, le document en lui-même. C'est un acte notarié, daté du 9 septembre 1732. Et son petit nom, c'est un aveu de tenure. Alors, un aveu de tenure, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le mot a l'air un peu barbare, mais l'idée est toute simple. En gros, c'est un inventaire. C'est comme si le paysan allait voir son seigneur et lui disait « Voilà, seigneur, la liste officielle est super détaillée de tout ce que je possède grâce à vous, que ce soit des terres ou des droits. » C'est une façon de mettre les choses au clair, noir sur blanc. Bon, le décor est planté. D'un côté, on a Julien Agneau et son associé, Jean Le Palmec. Et de l'autre, attention, du lourd. La seigneurie des Réguères, qui appartient carrément à l'évêque de Vannes. Donc cet aveu, oui, c'est un acte de soumission, c'est clair. Mais on va vite voir que c'est une soumission qui cache une défense, sacrément bien pensée. Allez, on entre dans le vif du sujet. La première partie de l'acte, elle est assez classique. C'est la liste précise des biens qui appartiennent en propre à Julien Agneau. Et là, ce qui saute aux yeux, c'est la précision du truc. C'est quasi chirurgical. On ne dit pas juste un jardin, non. On lui donne son nom, Lior Louard. On précise qu'il y a des fossés, des haies. Chaque détail a son importance, parce que chaque détail est une arme pour se défendre en cas de contestation future. Et ça continue comme ça, parcelle après parcelle. On donne les mesures en cordes, c'est l'unité de l'époque. On nomme les voisins, à gauche, à droite. C'est un peu le cadastre avant l'heure. Le but, c'est de graver dans le marbre des archives du Seigneur les limites exactes de ce qui lui appartient. Mais si l'histoire s'arrêtait là, ce serait intéressant mais pas exceptionnel. Le véritable coup de génie de Julien Agneau, il est ailleurs. Il est un peu caché, plus loin dans le texte. C'est là que sa démarche, qui semblait personnelle, devient tout à coup collective. Au détour d'une phrase, entre la description d'un champ et celle d'un autre, Julien Agneau glisse une déclaration qui ne le concerne plus seulement lui, mais tous les habitants de Trelmen. C'est vraiment ça, le cœur de sa stratégie. Là voilà, la phrase clé. Avoir droit de jouir des communs et franchises. Le mot le plus important là-dedans, c'est commun. Julien ne déclare pas seulement ses terres à lui, il déclare aussi leur droit à tous d'utiliser les ressources collectives du village. C'est énorme. En fait, ce tableau résume tout. D'un côté, ce qu'il a pour lui tout seul, ses jardins, ses parcelles bien délimitées, et de l'autre, ce qu'il défend pour toute la communauté, les pâturages communs, les chemins, les landes. En faisant ça, il ancre ses droits personnels dans ceux de la collectivité. Il lie son destin à celui de ses voisins. Malin, non ? Pour bien comprendre à quel point son geste est audacieux, il faut se souvenir à qui il parle. Ce n'est pas un post-it qu'il s'écrit à lui-même, c'est un document officiel qu'il remet à son seigneur. Le destinataire, c'est l'évêque de Vannes, autant dire l'un des types les plus puissants de la région. La relation entre un paysan et son seigneur, à l'époque, c'est un équilibre très fragile. Et avec cet acte, Julien Agneau, il essaye de faire pencher un tout petit peu la balance de son côté. Et des obligations, il en avait un paquet. Il y avait la loyauté, bien sûr, mais aussi la dîme, un impôt sur tout ce qu'il récoltait, l'obligation d'aller au moulin du seigneur et de payer pour ça, évidemment, et même des corvées, c'est-à-dire du travail gratuit. C'est dans ce contexte de pression permanente que Julien Agneau décide d'agir. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, la stratégie de Julien Agneau devient lumineuse. Cet aveu, c'est bien plus qu'une simple liste de courses. On en revient à notre question du début. Mais pourquoi tout ce travail ? La réponse, elle est simple. C'est une police d'assurance. C'est une façon de se protéger, lui, sa famille et même son village, contre les coups durs de l'avenir et les possibles tentatives du Seigneur de grignoter leurs droits. Sa stratégie est bruyante et elle repose sur 4 piliers. D'abord, formaliser. Il prend des traditions orales qui sont fragiles et il les transforme en un document écrit, officiel, incontestable. Deuxièmement, protéger. En parlant des communs, il ne protège pas que son lopin de terre, il défend les ressources vitales de tout le village. Troisièmement, légitimer.
L'acte précise bien que les terres viennent de la famille de sa femme, Bertrand Nolichon, qui les tenait elle-même de sa mère, Sébastienne Le Sceau. Il grave donc cet héritage familial dans les registres du seigneur, le rendant officiel pour de bon. Et enfin, quatrièmement, anticiper. Il se crée une preuve en béton pour l'avenir, un véritable bouclier juridique en cas de conflit. Pour résumer, ce que Julien Agneau a réussi, c'est un vrai coup de maître. Il a utilisé les propres outils du système seigneurial, ses lois, ses notaires, ses archives, pour les retourner à son avantage. Il a transformé la bureaucratie de son adversaire en sa propre forteresse. L'histoire de cet aveu de 1732 nous rappelle une chose importante. La grande histoire n'est pas seulement faite par les rois et les seigneurs, elle est aussi façonnée jour après jour par des gens ordinaires, à travers des décisions discrètes mais incroyablement intelligentes. Et ça laisse songeur. Combien d'autres stratégies comme celle-ci dorment encore tranquillement dans nos archives en attendant qu'on vienne les lire.